Bonjour à tous, bienvenue sur le FIC pour l'édition 2020 et donc plus particulièrement sur l'espace de démonstration technique. Et donc vous allez pouvoir bénéficier d'une démonstration de Renault Lifshitz. Merci. Sur comment lier la génomique et l'ingénierie sociale. À vous la parole. Merci. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Alors on va essayer de lier la sécurité informatique à un domaine qu'on n'a pas l'habitude de lier à ce sujet-là, qui est la génomique, domaine qui fait des bonds de géants en ce moment et dont l'actualité est très intéressante. Je suis Renaud Lifshitz, je travaille dans la société Digital Security. Je suis expert en sécurité IoT. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est sécurité dans l'innovation. Et donc là, on est en plein dans ce thème. Digital Security, c'est 3 expertises, sécurité IoT, sécurité industrielle et sécurité des systèmes d'information, et 6 services, dont des services d'audit et de CERT, avec pas mal de R&D, et on est heureux de partager avec vous un certain nombre de ces recherches. Alors, la génétique, en ce moment, fait d'énormes progrès. Vous avez sans doute entendu parler des kits ADN qui vous permettent pour 50 à 100 € de faire séquencer votre ADN en l'espace de quelques semaines. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qui s'est énormément démocratisé. Maintenant, c'est accessible à tout à chacun de faire séquencer son génome. Le génome, pour rappel, donc c'est 23 paires de chromosomes chez l'homme, 46 chromosomes, donc 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. L'ADN, c'est plutôt récent à l'échelle de l'humanité parce que cette structure a été matérialisée dans les années 50 et on vient seulement de terminer à l'échelle de l'humanité le séquençage de l'homme puisque ça a été terminé au début des années 2000. Et c'est un effort qui a nécessité plusieurs milliards de dollars de travaux coordonnés de plusieurs pays pour arriver à séquencer le génome humain. Donc plusieurs années et plusieurs milliards pour au final maintenant avoir quelque chose qui est extrêmement efficace puisque pour 50 €, vous pouvez le faire maintenant en quelques semaines. Donc on voit le bond de géant que ça a été en termes technologiques. Chaque aspect de votre génome, qu'on appelle donc génotype, est constitué de 2 allèles. En fait, une partie de ce génome-là est héritée de votre mère et une partie de votre père. Voilà. Et comme vous le savez, l'ADN, c'est une hélice, donc 2 brins qui sont enroulés l'un sur l'autre avec 4 types de nucléotides seulement. Donc tout votre génome est encodé en fait en base 4. Avec les fameuses lettres ACGT qui vous rappelleront peut-être les cours de biologie. Ceci dit, c'est assez complexe puisque l'humain possède 3 milliards de nucléotides et sur ces 3 milliards de nucléotides, en fait, il y a au final assez peu d'informations, on va dire, très pertinentes et très intéressantes puisqu'il y a beaucoup d'interstitiels sur ces 3 milliards de nucléotides et on a référencé au final que 30 000 gènes qui sont réellement utiles sur le génome. Tout le reste, c'est donc des zones interstitielles qui ont certes des fonctions mais qui ne sont pas aussi essentielles que celles des gènes. Et ça, on est certain d'avoir fait le tour de ces 30 000 gènes, on les a complètement déterminés, il n'y a pas de mystère. On ne sait pas forcément ce à quoi servent tous ces 30 000 gènes, mais on connaît leur localisation précise. D'ailleurs, à titre informatif, puisque c'est dans l'actualité, le coronavirus en ce moment a fini d'être indexé et donc son ADN a été publié sur Internet par les Américains. Et il est constitué de 30 000 nucléotides, donc vous pouvez comparer, voilà, c'est 100 000 fois moins que l'ADN humain exactement en termes de rapport. Mais sachez que du coup, voilà, ça a été entièrement séquencé et qu'avec ce séquençage, ça nous permet d'avoir des tests aussi pertinents pour savoir si un homme est porteur de ce virus-là, justement de manière assez fiable avec ce séquençage ADN. Alors, d'un individu à l'autre, le génome est essentiellement identique. Plus de 99,9% d'ADN entre 2 hommes est parfaitement identique.
Et ce qui est intéressant, donc, ce sont les différences. Et les différences, elles sont plutôt simples à étudier. Pourquoi? Parce que la plupart de ces différences, 90% de ces différences-là, en fait, se font sur une unique nucléotide. Hein, ce ne sont pas des séquences entières de 2 ou 3, ou voire des dizaines de nucléotides qui changent d'un individu à l'autre. Ce sont vraiment des localisations précises. Et généralement, ce changement se fait sur une lettre, hein, à plus de 90% des mutations et des différentes variantes du génome qu'on peut retrouver. Du coup, on appelle ça des SNP, hein, des SNP, puisque c'est une variation sur une simple nucléotide. Voilà. Alors, on va tout de suite voir un exemple de choses qu'on peut examiner très très facilement chez soi, soit une fois qu'on a fait séquencer notre ADN, soit avec un ADN qu'on trouve sur Internet, et je vous montrerai comment on peut en trouver aussi sur Internet, soit issu de fuites, soit issu de projets open source, hein, de volontaires qui mettent à disposition leur ADN pour faire progresser le sujet. Alors, ces SNP sont numérotés, hein, bien évidemment, pour savoir sur quel site, sur quel chromosome ils se situent. Et donc on a des SNP qui portent des noms un peu barbares, tels que RS16891982, hein, qui est un site particulier. Mais une fois que vous avez fait séquencer votre ADN, donc vous avez en fait un fichier texte qui va ressembler à ça. Voilà. Et bien évidemment, ce fichier texte-là, comme notre ADN il est commun à 99,9%, on ne va pas réécrire, hein, les 99,9% que tout le monde a en commun. On va écrire que les différences, et on va écrire même les différences sous forme de SNP. Et donc vous avez les différentes localisations sur lesquelles il y a des changements par rapport au génome de référence, hein. On a séquencé un génome de référence, un individu un peu lambda, hein, qui est reconstitué à partir de différents ADN, mais un individu lambda. Et à partir de génome de référence, on marque uniquement dans ce fichier-là les zones, hein, les nucléotides qui vont varier par rapport à ce génome de référence. Donc là, j'ai un génome tout à fait classique. Donc quand vous faites séquencer votre ADN, c'est ça que vous recevez, typiquement. C'est un fichier d'une centaine de mégaoctets qui marque juste les différences, hein, par rapport à ce génome de référence. Si vous récupérez tout votre ADN, le fichier est bien plus gros, vous êtes autour de 800 gigaoctets, hein, pour vous donner un ordre de grandeur sur la taille du génome. Là, par exemple, je peux regarder donc, le SNP 16891982. Donc vous voyez, il suffit juste d'un simple fichier texte avec la fonctionnalité recherchée. Et on tombe dessus. Donc ce SNP-là, il est basé sur le chromosome 5. Là, vous avez la localisation précise sur le brin, hein, de chromosome 5, hein, donc à cette position-là. Et là, vous avez ce qu'on appelle donc le génotype, qui est ici GG, hein, donc double G. Qu'est-ce que ça signifie? Si on regarde les études ensuite scientifiques, qui sont pour la majorité en plus disponibles en source ouverte, hein, c'est issu de la recherche médicale, donc vous trouvez sur PubMed ou sur des sites américains, toutes les publications sur la génomique sont totalement accessibles, hein, gratuitement. GG, voilà, c'est un génotype d'un individu avec des cheveux plutôt clairs et plutôt de type européen. Voilà. Si vous aviez trouvé à cette position un génotype CC, vous auriez plutôt un individu avec des cheveux plus foncés, hein, on va dire bruns, et plutôt en fait originaire de la zone asiatique ou eurasiatique. Voilà. En termes de, si on simplifie à l'extrême sur ces aspects couleur de cheveux. Si vous avez un individu donc CG ou GC, hein, donc c'est un mélange effectivement de cheveux clairs et cheveux bruns, très logiquement vous avez un individu avec des cheveux châtains par exemple, et donc un individu qui est issu d'un mix, hein, de ces deux zones-là. Donc vous voyez qu'avec des outils complètement ouverts, avec des sources d'informations ouvertes, et avec un simple éditeur de texte, et avec un budget de 50 ou 100 euros, vous pouvez explorer un génome assez simplement. Voilà. Donc ça, ce sont des caractéristiques physiques, bien évidemment. Ça reste relativement simple, mais on va aller sur des choses un peu plus complexes ensuite. Alors, ces gènes ne conditionnent pas tout, hein. On s'interroge souvent entre le rapport entre l'inné et l'acquis. Ces gènes, en fait, influencent
le phénotype, hein, c'est-à-dire la façon dont va s'exprimer votre génome avec différents facteurs. Hein. Et il y a un facteur qui est intéressant qu'on appelle the odds ratio, en fait, qui se mesure généralement entre 1,1 et 1,3, c'est-à-dire que quand vous avez un gène, il va avoir une propension en fait à s'exprimer et à être actif, hein, par rapport à une moyenne entre plus 10 et plus 30%. Hein. Donc ça déplace les probabilités que vous ayez tel ou tel phénotype, simplement, entre 10 et 30%. Voilà. Je parle sur des aspects qui ne soient pas des maladies, hein, parce qu'il y a des maladies où dès que vous avez une mutation, vous êtes malade quasiment à 100%. Là, je parle plutôt pour les traits physiques. Et les traits de caractère aussi, on va aborder le sujet. Alors, autre exemple, un petit peu plus complexe, qui est celui de la couleur des yeux. La couleur des yeux, c'est assez complexe puisque ça va reposer sur 22 SNP en moyenne, mais on peut simplifier un petit peu l'analyse en faisant un petit arbre de décision et regarder donc par exemple sur le SNP RS 1291 3832, si vous êtes plutôt AA ou GA ou GG, hein, ça vous donne deux départs possibles. Et ensuite, vous parcourez l'arbre, donc ici, en regardant d'autres SNP pour savoir s'ils vont avoir une influence à vous donner plutôt des yeux clairs ou foncés dans un premier temps. Et ensuite, si c'est des yeux clairs, ça sera plutôt du bleu ou du vert. Et si c'est des yeux foncés, si ça sera plutôt du brun ou du châtain noir, hein, au niveau de la couleur des yeux. Voilà. Donc plutôt 22 SNP, mais on peut déjà avoir une bonne idée de la couleur des yeux seulement avec 8. Alors dans l'actualité, cette première en fait, publication, on l'a faite au mois de juin, et il se trouve que le lendemain de notre publication, il commençait à avoir pas mal d'actualités sur la sécurité des données génomiques, puisque vous avez un groupe iranien au mois de juin dernier qui a commencé à s'attaquer à des séquenceurs ADN. Comment ça fonctionne? Ces séquenceurs ADN ont des interfaces de gestion qui sont souvent des interfaces web pour simplifier leur usage. Et je vous le donne en mille, hein, ces interfaces web se sont malencontreusement retrouvées sur Internet sans protection. Et donc il était possible de pirater ces équipements industriels directement par Internet et très facilement à partir de leur marque et leur modèle, hein, sur des sites comme Shodan, hein, par exemple, cartographier tous les équipements vulnérables qui se seraient malencontreusement exposés sur Internet. Voilà. Bien évidemment, ici on a de la donnée médicale, hein, qui est directement accessible, donc c'est relativement critique. Par ailleurs, dans l'actualité très récente, là on est un petit peu plus proche, on est en novembre 2019, il y a eu un certain nombre de polémiques sur est-ce que votre ADN vous appartient, est-ce que le gouvernement peut avoir accès à votre ADN si vous faites séquencer votre ADN, et peut demander en fait accès à certaines grosses bases ADN, puisque les gens font généralement des tests ADN, alors non pas pour savoir s'ils ont les cheveux bleus ou les yeux bleus ou les cheveux bruns, mais plutôt à la recherche de leurs origines. Hein. C'est le petit cadeau qu'on offre à Noël pour savoir si vous avez des origines asiatiques, africaines, européennes, américaines, etc. Il faut savoir que ça c'est assez gadget, hein, je vous en reparlerai après, mais c'est bien plus pertinent sur d'autres aspects, notamment sur l'aspect filiation. Il y a des gens aussi qui recherchent leur généalogie, hein, leurs parents, leurs grands-parents, leurs frères et sœurs, leurs cousins éloignés éventuellement, et qui cherchent à reconstituer leur arbre généalogique. Là c'est évidemment beaucoup plus pertinent. Et quand vous faites ça, en fait, vous allez uploader votre ADN sur des grands sites américains ou israéliens, pour les trois plus gros, qui collectent donc des ADN et calculent en fait le pourcentage de séquences ADN que vous avez en commun avec tous les autres individus. Quand vous avez 50% de l'ADN en commun, c'est que vous avez un lien de filiation direct, 25% c'est un lien au second degré, 12% et demi un lien au troisième degré, etc., etc. Et c'est assez surprenant quand on upload un ADN quelconque de voir tout de suite qu'on a des dizaines et des dizaines de matchs, hein, de relations, et que évidemment les gens qui font ça souhaitent être retrouvés. Et donc on a les noms et prénoms des gens qui apparaissent quand on fait ça.
La justice s'intéresse énormément à ça parce que les États n'ont pas cette base ADN avec autant de noms. Il faut savoir que des sites comme MyHeritage ou 23andMe, typiquement, ont des bases de données qui comportent plusieurs millions d'individus. Et en fait, de proche en proche, on peut quasiment arriver à identifier n'importe qui par soit ses frères et sœurs, soit ses cousins, en faisant des croisements entre ces bases ADN et des réseaux sociaux sur lesquels, par exemple sur Facebook, on dit qu'on est frères et sœurs avec telle ou telle personne. Et il suffit seulement que 1% des individus séquencent leur ADN à travers des services comme ça pour qu'on puisse désanonymiser n'importe quel ADN sur Terre et qu'on puisse précisément retrouver à partir juste d'une trace ADN le nom et le prénom de la personne, même si elle n'a jamais été séquencée. Donc ça pose évidemment des gros problèmes de vie privée. Et il se trouve que donc la justice américaine en novembre dernier a statué, c'est un juge en Floride, que ces bases de données ADN étaient saisissables par la justice et que la justice pouvait y faire des recherches à volonté en fait, dans le cadre d'enquête. Pareil, novembre dernier, un laboratoire cette fois-ci qui fait des tests génétiques a subi une brèche de sécurité il possédait en ses fichiers 5 à 6 000 profils génétiques. On ne sait pas exactement ce qui a fuité parce qu'il y a une certaine opacité évidemment dans la réponse du laboratoire. Mais il faut savoir que c'est des choses comme ça qui vont se reproduire très régulièrement et qui posent des problèmes évidemment en termes médicaux, en termes légaux et en termes de sécurité. On va voir pourquoi. Sécurité informatique. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites séquencer votre ADN ? Alors, il faut savoir que le séquençage ADN que vous trouvez à 50 ou 100 € sur des kits low cost, ce n'est pas un séquençage complet. En fait, on va regarder uniquement 0,03% de votre ADN. C'est vraiment assez mineur. Et on va regarder uniquement les SNP qui sont, je dirais, grand public et qui intéressent les gens. Donc, par exemple, effectivement, la couleur des yeux, la couleur des cheveux et puis des SNP qui indiqueraient vos origines géographiques. Donc ça, ce sont les tests dits low cost, entre 50 et 150 €, où vous avez au final un fichier avec juste les SNP, la différence par rapport au génome de référence. Il existe aussi des séquençages complets qu'on appelle des Whole Genome Sequencing, WGS, qui coûtent un peu plus cher, qui sont plutôt entre 300 et 600 €, mais leur prix baisse très très rapidement. C'est quelque chose qui est de toute façon aussi commercialisé au grand public, ce n'est pas réservé qu'aux professionnels. Voilà, les techniques sont un petit peu différentes. Mais grosso modo, un workflow de séquençage, ça consiste à faire multiplier votre ADN, ensuite à le couper en des milliers et millions de morceaux, de séquencer cette petite chaîne de nucléotides, d'accord ? Et ensuite, avec des algorithmes informatiques, à essayer de reconstituer la plus grande séquence qui passe par toutes ces chaînes-là, parce qu'on ne peut pas séquencer tout le brin, il est trop long, donc on est obligé de le couper, de séquencer les petits morceaux et ensuite de trouver la plus longue séquence qui passe par tous ces morceaux-là. Ça nécessite pas mal de puissance de calcul. Donc quand vous avez un séquençage, vous avez dans un premier temps un fichier qui s'appelle FASTQ avec uniquement les morceaux de séquence qui sont séquencés. Une fois que ces morceaux-là sont alignés, on a un format de fichier qui s'appelle BAM, le A pour aligner. Et ensuite, on compare donc ce fichier totalement aligné et complet au génome de référence et on ne garde que la différence. Et c'est généralement un fichier au format VCF ou GVCF. Voilà. Très proche du fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Et un fichier qui est constitué d'un SNP par ligne et qui a environ 1 million de lignes. Vous avez environ en moyenne 1 million de différences par rapport au génome de référence. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces formats évidemment sont un petit peu normalisés, un petit peu utilisés par tous les laboratoires. Et donc, on peut faire des choses intéressantes en repérant des mots-clés ou des formats qui se répètent. Et typiquement, avoir ce qu'on appelle donc des Google Docs, des recherches Google qui permettent de cibler ces fichiers-là en particulier. Donc par exemple, probablement le plus intéressant, c'est pour le format VCF, mais vous pouvez donc préciser dans Google que vous cherchez des fichiers au format VCF, en mettant file tab VCF, et en indiquant des mots-clés que vous trouvez dans le fichier technique, dans la trame de ce fichier technique, que sont par exemple le mot-clé file format et l'entête ensuite des 3 colonnes que vous voyez, qui est toujours la même, qui s'appelle Chrome, Pose et ID. Et là, vous allez trouver sur des moteurs de recherche plusieurs dizaines, plusieurs centaines de résultats. Alors certains sont des génomes qui sont volontairement mis
à disposition en open source pour des projets de recherche. D'autres sont issus plutôt de fuites ou de listings de répertoires qui ne sont pas volontaires. Voilà. Alors quand vous faites ces recherches-là, il faut aussi bien penser que Google il va considérer que les génomes sont quasiment tous identiques les uns des autres et Google enlève les doublons quand vous faites des recherches. Il faut bien penser à cliquer en bas de la page de recherche de Google, comme quoi vous voulez afficher tous les résultats, y compris les résultats redondants, parce que Google va vous en enlever plein sinon. Même des résultats qui ne sont pas complètement identiques. Voilà, alors 20 à 25 millions d'Américains se sont déjà fait séquencer. En France, on estime qu'il y a 150 000 personnes qui se sont faites séquencer. Pour rappel, en France, c'est illégal. Les lois bioéthiques interdisent de vous faire séquencer. La loi considère qu'en fait, votre génome appartient aussi bien à vos parents qu'à vous. Et donc, vous n'avez pas le droit, à titre individuel, de vous accaparer ce génome parce que vous pourriez découvrir que vos parents ont une maladie qui vous ont caché ou que vous n'êtes pas d'ailleurs le fils naturel aussi de vos parents. Donc, ça peut créer un certain nombre de problèmes familiaux. Donc, c'est réservé à la justice et à des pathologies médicales particulières. Mais aux États-Unis, donc, c'est vraiment utilisé très très fréquemment et c'est quelque chose qu'on offre pour l'anniversaire ou à Noël. Vous avez énormément de services qui permettent ensuite de rechercher vos proches et de refaire votre généalogie. Et ce sont ces services-là maintenant qui permettent de désanonymiser quasiment n'importe qui à partir de son ADN. En couplant donc les recherches généalogiques avec les réseaux sociaux, ça devient assez simple. Donc 1% seulement des gens séquencés dans le monde suffisent à retrouver n'importe qui. C'est ce qu'il faut se dire. Faire attention aussi aux services qui vous proposent de retrouver vos origines. Moi j'ai fait le test en prenant le même génome, je l'ai soumis sur 5 ou 6 services qui vous disent si vous êtes 20% européen, 10% asiatique, 30% africain, etc. En fait ça varie énormément du simple au triple d'un service à l'autre. Donc les origines géographiques c'est pas du tout fiable. Voilà, ça c'est testé et autant la filiation, les caractéristiques phénotypiques, c'est très fiable, autant les origines géographiques, c'est plutôt du gadget. Voilà. Alors, en plus des traits physiques qu'on a vus, ce qui est intéressant dans l'ADN, c'est qu'on va pouvoir trouver évidemment les maladies, les allergies, même les préférences alimentaires. Il faut savoir que, par exemple, votre préférence, si vous préférez le vin blanc ou le vin rouge, c'est en partie génétique, typiquement. Si vous aimez les aliments amers, c'est en partie génétique aussi. Mais aussi vos capacités, certaines de vos faiblesses et même des traits de personnalité, on peut les retrouver dans l'ADN. Et c'est très intéressant, notamment pour des attaques d'ingénierie sociale. Maintenant, les attaques sont de plus en plus ciblées, vous le savez, en SSI, et utilisent de plus en plus de l'intelligence artificielle ou des choses un peu innovantes. Là, on est typiquement dedans. Si vous avez le génome d'une ou plusieurs de vos cibles, il devient assez simple de trouver quelles sont les meilleures attaques de social engineering sans avoir à les pratiquer pour voir le résultat, simplement en profilant vos victimes et en sachant quelles sont leurs faiblesses et donc quelles sont les attaques d'ingénierie sociale qui ont le plus de chances de passer. Donc soit parce que vous avez désanonymisé un ADN et vous en souhaitez ensuite cibler la personne, soit simplement parce que votre victime a laissé un cheveu, vous allez collecter ce cheveu et vous allez soumettre ce cheveu pour séquençage. En fait, les laboratoires ne savent absolument pas que si c'est votre cheveu ou pas que vous vous faites séquencer. Et donc, vous avez le résultat quelques semaines après et vous pouvez avoir l'ADN de votre victime et donc connaître absolument tout d'elle, presque tout, parce qu'il y a quand même une partie sur le épigénétique, on en reparlera, mais voilà typiquement des traits de personnalité que vous pouvez tirer de quelqu'un. Donc son caractère violent, son caractère consciencieux, si elle est dépendante à la récompense, si elle est plutôt agréable, si elle est plutôt ouverte d'esprit, si elle est plutôt extravertie, si elle aime bien la nouveauté, si elle aime la solitude, si elle est impulsive, si elle a peur de la douleur, si elle aime bien la gratification instantanée, si elle est plutôt positive. Ça, c'est la première page. La deuxième page, donc tout ça est issu de recherches scientifiques. Ce n'est pas du tout de la science-fiction ou une lecture d'horoscope. On est vraiment sur des résultats scientifiques qui sont recoupés. Donc la prise de risque qui est très intéressante pour les attaques d'ingénierie sociale, l'aspect colérique, l'empathie,
le rejeter, hein, les gens, la recherche, enfin le goût pour les jeux de hasard notamment, la facilité à reconnaître les traits du visage, très intéressant aussi pour l'ingénierie sociale. Hein. Voilà, un certain nombre de choses. Et puis vous avez des petits curseurs en fait qui vous disent si vous êtes faiblement, moyennement ou fortement, hein, si vous avez ce trait de personnalité là. Donc là c'est une analyse qui a lieu sur GenomeLink, qui est un site, hein, qui fait ce genre d'analyse à partir d'un ADN. Donc premier exemple, vous avez quelqu'un qui aime la gratification instantanée, qui aime le jeu, hein, les jeux de hasard, et qui est dépendant à l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire comme attaque d'ingénierie sociale? Ben, vous allez faire du spear phishing, hein, donc du phishing ciblé, en proposant une loterie avec résultat instantané. Et là, elle va être fortement attirée, hein, pour aller cliquer sur le lien et aller jouer. Deuxième exemple, quelqu'un qui aime le risque, qui est peu résilient, hein, vous avez un curseur en bas ici, et qui est peu consciencieux. Alors le peu consciencieux, ça va servir dans beaucoup d'attaques d'ingénierie sociale aussi évidemment. On peut par exemple suggérer une attaque de phishing, hein, donc une attaque téléphonique type fraude au président. Voilà. Peu résilient, ça veut dire que face à la pression, la personne va capituler assez rapidement, en plus qu'elle prend des risques et qu'elle est peu consciencieuse, donc ça a toutes les chances de fonctionner. Troisième exemple, une personne très agréable, une personne qui a peu de tendance à reconnaître les traits de visage et qui est peu consciencieuse, ben, en termes de test d'intrusion physique, ça sera plus facile, hein, de passer, donc une intrusion physique dans des locaux, si cette personne-là, par exemple, est à l'accueil. Voilà, alors évidemment tout ça c'est pas déterministe, hein, c'est juste des probabilités en plus de succès, hein, on a dit entre 10 et 30%, il y a différents critères, hein, qui peuvent jouer, l'héritabilité, le odds ratio comme on a dit, mais aussi l'épigénétique, donc l'expression des gènes, hein, varie en fonction de votre alimentation, de la pollution, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas évidemment figé dans le marbre. Donc faites attention, voilà, quand vous faites séquencer votre ADN, vous avez un certain nombre de choses à regarder, hein, si l'organisme est compliant ISO 27001 typiquement, respecte le RGPD, respecte la réglementation IPA aux États-Unis pour ce qui concerne les fuites de données, hein, typiquement, et préférez des services évidemment qui ne revendent pas ou qui ne partagent pas vos données. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On peut prendre une petite question rapide. J'allais proposer au public, si vous avez une question, et on n'en aura qu'une. Voilà, parce qu'après on va laisser la place. Une question là-bas, j'arrive. Et vous pouvez nous retrouver sur le stand C20 ensuite, Digital Security. Bonjour Renaud. Merci pour cette excellente présentation. J'ai une petite question concernant l'épigénétique que tu as évoquée juste à la fin. J'ai lu quelque part que l'expression des gènes, justement l'épigénétique, était due essentiellement à des facteurs environnementaux, l'expression des gènes à hauteur de 85%, et seulement 15% à des facteurs héréditaires. Est-ce que cela influe d'une manière ou d'une autre sur l'ensemble du caractère prédictible en termes d'attaque social engineering? Merci. Oui, alors c'est une bonne question. Alors ça va dépendre évidemment des gènes. Comme je vous ai dit, vous avez des mutations génétiques qui sont à 100% transcrites en phénotype, hein, les maladies rares, par exemple la trisomie. Tout de suite, vous avez les symptômes et vous êtes atteint dès qu'il y a cette mutation génétique-là en particulier. Certains traits de caractère vont être, on va dire, un peu moins systématiques, un peu moins déterministes, tout comme certains traits de personnalité. Hein. Donc ça va dépendre vraiment des gènes, et il y a donc ce qu'on appelle des métriques, hein, pour mesurer justement l'influence du gène sur l'expression du phénotype. Donc l'odds ratio, hein, typiquement, qui est un indicateur vraiment précis, et la magnitude. Hein. Donc ça va dépendre, c'est vraiment gène par gène, mais ces métriques-là, elles sont répertoriées, elles sont évaluées, elles sont calculées pour chacun des SNP. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur SNpedia, hein, SNPpedia, qui recense tous les SNP et qui vous donne ces métriques pour savoir si vraiment ça a un poids fort ou non dans l'expression du trait de personnalité typiquement de la personne. Moi, je trouve les choses assez concluantes. J'ai fait des tests voilà, sur des individus que je connais. Les traits de personnalité, c'est évidemment pas du 100%, mais je trouve que c'est relativement pertinent,
qu'on a bien 40 à 60, 70% des traits de personnalité qui sont correctement bien interprétés. Merci beaucoup, Merci. Renaud Lifshitz. Je rappelle que vous êtes expert security IoT chez Digital Security. Merci beaucoup. Venez nous retrouver stand C20. Merci à vous.